Bonjour à tous. Les agriculteurs sont confrontés durant leur vie à de nombreux risques qui sont généralement peu prévisibles. Les conditions climatiques de ces dernières années ont mis en avant ces difficultés. En effet, les inondations, puis la sécheresse de l'été 2016 et les gelées de ce printemps ont eu de lourdes conséquences sur le milieu agricole. Les maladies représentent également un grand risque. Nous avons pu le constater cette année avec la réapparition de la grippe aviaire sur notre territoire. Ces facteurs ont une influence sur les prix du marché et donc sur le revenu des agriculteurs. Il est aujourd'hui indispensable de protéger nos agriculteurs pour leur permettre d'assurer la résilience de leur entreprise et de conserver leur potentiel de production au sein des filières dans lesquelles ils sont intégrés. C'est pourquoi nous avons invité différents acteurs pour échanger sur ces questions primordiales et qui concernent aussi celles et ceux qui auront comme métier d'accompagner les agriculteurs au quotidien. Il faudra des hommes et des femmes formés pour conseiller les professionnels dans ces changements et dans leurs décisions. Ainsi, nous accueillons pour cette première table ronde qui a pour thème « À risque élevé des compétences adaptées » Madame Marie-Cécile Lebas, directeur des affaires publiques chez Syngenta France. Monsieur Patrick Van Damme, expert comptable, directeur du centre de gestion AS76 AGC. Monsieur Damien Pagnès, responsable du marché agricole dans la banque du CIC Est. Et enfin, Monsieur Stéphane Jean, directeur du marché de l'agriculture chez Groupama. Donc, Madame, Messieurs, je vais vous expliquer le déroulement de cette table ronde. Il y aura 2 tours de table. À chaque fois, nous vous poserons une question à chacun d'entre vous et vous aurez 5 minutes pour y répondre. Je vous remercie d'avance de respecter ce délai. Et cher public, vous pourrez également, à la fin du débat, poser vos propres questions aux intervenants. Il y aura des micros qui seront mis à votre disposition. Merci Guillaume. Alors, nous nous tournons d'abord vers vous, Monsieur Patrick Van Damme. Vous êtes expert comptable, directeur du centre de gestion AS76 AGC. De quelle manière, en 2017, votre centre de gestion accompagne les agriculteurs dans leur gestion des risques ? Bien, ça marche. Merci. Bien, avant de répondre à la question, je voulais remercier à la fois l'IDREA et la SAF. L'IDREA parce que je pense que c'est une bonne initiative d'organiser ce type d'échange. Je précise que je suis moi-même un ancien étudiant de l'IDREA, alors ça me fait encore davantage plaisir de pouvoir partager avec les jeunes et puis les anciens aussi de l'IDREA cet après-midi. Bien. Alors sur la question de l'accompagnement dans la gestion des risques, il y aurait effectivement beaucoup de choses à dire. Donc en 5 minutes, je vais essayer de résumer pour peut-être insister sur quelque chose qui me préoccupe en tant qu'expert comptable également. D'abord, et Patrick Ferrer l'a précisé, on a en matière de comptabilité agricole quelques spécificités, même si le plan comptable général s'applique en agriculture, avec des adaptations spécifiques qui datent de 1984. Il n'en reste pas moins que la comptabilité est quelque chose qui n'est pas forcément appréhendé en termes de gestion par le chef d'entreprise. Ce sont des règles, des débits, crédits, qu'il convient de classer. La classification, à mon avis, elle est très rigide, mais elle est liée à une demande aussi de réponse à des normes comptables qu'il faut accepter. Pour autant, derrière, la gestion pour le chef d'entreprise, à partir de la seule comptabilité, n'est pas suffisante. Il faut aller beaucoup plus loin.
Je dirais que le conseil ou le suivi, l'accompagnement dans la gestion au quotidien, mais encore plus quand il y a des risques, nécessite une réadaptation de la partie comptable pour aller vers de la gestion. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec les automatismes, la numérisation, etc., les tâches comptables vont, au fil des années, diminuer en termes d'exécution et sera beaucoup plus automatisé. Et je dirais tant mieux parce que le but du comptable, qui va devenir finalement un conseiller, va être d'accompagner le chef d'entreprise dans la gestion au quotidien. Et dans cette gestion au quotidien, il y a effectivement des années plus difficiles que d'autres. Mais ce n'est pas au moment où survient un problème qu'il faut se préoccuper de la gestion. Je crois qu'il faut faire de la gestion, je dirais, quand ça va bien également, pour pouvoir ensuite adapter le rythme des investissements, le rythme des projets, pour pouvoir supporter, lorsqu'il y a un risque, justement la baisse d'activité. Alors, pour répondre un peu plus clairement sur l'accompagnement aujourd'hui, il est assez difficile dans certaines exploitations, dans certaines entreprises, qui, avant même la crise, étaient déjà dans une situation plutôt difficile. Donc ça ne fait que rajouter à la difficulté, et malheureusement pour certaines d'entre elles, probablement l'obligation d'arrêter l'activité. Pour d'autres qui sont entrés dans la crise avec des bilans relativement sains, ils vont traverser cette crise. Mais il va certainement y avoir aussi des adaptations techniques à élaborer. Une des difficultés que l'on a aujourd'hui dans l'accompagnement, c'est que bien souvent, les questions relèvent plus de la technique fiscale ou sociale avant de relever de la pratique de la gestion véritable de l'entreprise. L'exploitant va nous dire, oui, voilà, j'ai des prélèvements sociaux et fiscaux élevés, je voudrais qu'on atténue. Alors, il va nous dire, je vais investir pour diminuer ma taxation, je vais avoir plus d'amortissement, etc. Ce n'est pas forcément toujours la bonne solution. Je crois qu'il faut, à mon sens, d'abord investir dans de la gestion économique de l'exploitation. Et les jeunes que vous êtes en études, j'aurai la chance de peut-être de vous retrouver en 4e année. On aura l'occasion de revenir sur ces questions-là. Je vous remercie, monsieur. Il y aura un deuxième tour pour vous, mais il faut qu'on avance. Les 5 minutes sont passées. Je vais maintenant m'adresser à monsieur Stéphane Jean. Donc, je rappelle que vous êtes directeur du marché de l'agriculture chez Groupama. Groupama, aujourd'hui, assure 65% des agriculteurs français pour un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros. Et ma question est, quels sont les outils assurantiels que vous proposez à vos clients pour intégrer les risques climatiques et économiques ? Je vais juste pas respecter la règle du jeu, parce que je pense que c'est partie des savoir-faire, de temps en temps sortir du cadre. Donc vous allez me donner 1 minute, en dehors des 5 minutes. Il y a 2 messages que je voudrais faire passer à l'Assemblée ici. Le premier, c'est l'ancien DG du groupe, et Patrick, il a tenu 12 ans, Jean Azéma, avait fait l'IDREA, donc tout vous est ouvert. Un groupe qui, à l'époque, faisait 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires, son directeur général sortait de l'IDREA. Premier message. Puis le deuxième message, puisqu'on parle de... Patrick a dit dans son propos introductif, travailler sur le monde du vivant et être formé sur le monde du vivant demande des compétences et génère des profils particuliers. Et ça me rappelait, puis après j'en aurais terminé avec ce qui n'est pas dans mes 5 minutes, ça me rappelait ce qu'on me disait quand j'étais à l'école. J'ai fait une école qui est du même type que l'IDREA, qui est l'agro, et on avait une grosse frustration.
Moi, la première année, on arrive, je suis en amphi. Le type qui nous fait la formation à l'agronomie à l'agro de Paris nous dit vous avez bien compris que vous êtes tous des polytechniciens ratés. Bon, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien parce que je trouve que c'est un vrai sujet de ce que. Bon. Et puis il nous rajoutait ensuite, c'est pas très très grave. Si vous avez compris que de ce fait-là, vous aurez toujours des X au-dessus de vous, et il n'avait pas totalement tort. Mais c'est pas très très grave parce que vous avez un truc que les X n'auront jamais. Vous avez été formé à ce qu'est la biologie. Vous avez une formation qui en entreprise a une valeur que les X n'auront pas. Vous êtes formé à ce qu'est une cellule en permanente déformation. Et bosser dans l'entreprise, c'était l'image qu'il nous avait donnée à l'époque, et moi j'avais rien compris quand il nous en a parlé. Bosser en entreprise aujourd'hui, c'est ça. Parce que l'entreprise, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui bouge en permanence. Et je trouve que ce qu'il nous disait à l'époque se révèle être un vrai atout dans le comportement d'entreprise. Voilà. Ça, c'était pas votre question, mais je pouvais pas. J'avais juste envie de vous le faire partager. Alors, sur votre question, elle est plus technique. La question que vous me posez, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on propose des solutions sur des sujets comme l'impact du risque climatique ou de la volatilité des cours sur la production agricole. Alors, je vais vous donner quelques éléments de réponse technique. Je voudrais juste rebondir sur le propos de la personne qui est intervenue avant moi. Avant de vous parler de réponse technique, la première chose que je demande à mes collaborateurs et aux gens du réseau, c'est d'arrêter de vendre des garanties quand ils rentrent chez un agriculteur, mais de regarder ce qu'est le compte d'exploitation, où sont ses vraies sensibilités, et en fait de faire de la protection du compte d'exploitation. Et le métier de l'assureur bien fait dans le monde agricole, et je pense que vous ne déjugerez pas ce que je suis en train de vous dire, il se fait normalement comme ça. C'est comment je protège le compte d'exploitation. Alors pourquoi vos questions, elles font du sens? Parce qu'effectivement, et les dernières années sont intéressantes, il y a une vraie sensibilité de la production, en tout cas végétale, aux événements climatiques. Et il y a depuis maintenant 2005 des produits qui se sont développés qui permettent de couvrir ce qu'est l'impact d'un événement climatique sur la perte de rendement. Alors, je vais peut-être, sauf à ce que vous le souhaitiez, mais je ne vais pas rentrer dans la mécanique fine du produit. Ces produits sont assez discutés, et c'est un doux euphémisme que je suis en train de dire, dans le cadre du marché agricole. Pour vous démontrer qu'ils sont performants, je voudrais juste vous citer les chiffres de 2016. En 2016, ces produits-là ont mobilisé à peu près, je vais me tromper 1 ou 2 millions près, 110 millions d'argent de la politique publique. Ils représentaient une prime marché qui faisait à peu près, de mémoire, 250 millions. Ils protégeaient 4 millions d'hectares de culture et ils ont injecté dans l'économie agricole 800 millions d'euros, puisqu'il y a eu l'année climatique de l'année dernière. Voilà. Donc je préfère vous répondre comme ça, il y a une performance économique de ces produits qui me semble être une vraie réponse à une problématique de couverture des risques. Voilà pour le climatique. Vous avez parlé de la volatilité des cours. Alors ça, c'est un sujet sur lequel j'ai une conviction qui est assez intermédiaire. Donc je vais essayer de vous la faire partager. La première chose, c'est que c'est une réalité. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit qu'il y a une volatilité des cours. Donc nous, en tant qu'assureurs, on s'est posé une première question, et à Groupama, c'était il y a 6-7 ans. On s'est dit d'abord, est-ce qu'on est légitime pour couvrir ce type de sujet? Et deuxièmement, est-ce qu'on sait le faire avec des éléments de différenciation? Alors pourquoi je vous pose une question de légitimité? Parce que fondamentalement, ce n'est pas naturellement un métier d'assureur, c'est le métier du banquier de couvrir la volatilité des cours. Alors en fait, on a monté des produits qui ne sont pas des produits équivalents à ceux du banquier, puisque le banquier peut vous proposer des options, c'est des puts ou des calls suivant ce que vous voulez couvrir. En l'occurrence, il faudrait faire des puts. On a fait en fait un mix de l'assurance de la volatilité du rendement et de la volatilité des cours, ce qui fait qu'en fait, ce qu'on couvre, c'est une variation de chiffre d'affaires à la baisse. Et on a effectivement construit, et il y a sur le modèle américain, avec des petites différences en France, des réponses qui sont des réponses d'assureurs. Et elles fonctionnent. Elles fonctionnent parce que nous, on a payé des sinistres il y a 6 ans, on a relancé un produit l'année dernière et on va indemniser quelques agriculteurs. La vraie question, c'est est-ce que réellement, si demain, tout le marché souhaite s'assurer sur ces risques-là, il y aura des acteurs économiques au rendez-vous de cette exposition? Ma conviction, c'est que non. Parce qu'on est sur, contrairement au risque climatique, qui est un risque de grande ampleur, mais qui,
Pour faire simple, en général, quand vous avez un événement, il ne touche pas toute la France et il y a des espèces d'équilibres qui se mettent en place. Preuve l'année dernière. Par contre, le jour où le prix Davis, le prix du blé Davis, il perd 10 eurotonnes, et ben il perd 10 eurotonnes partout, indépendamment des politiques de vente des coopératives. Donc ça veut dire que si on assure toute la ferme France, c'est tous les agriculteurs qui vont nous générer des sinistres. Et je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui d'acteurs économiques qui sont en capacité à supporter ce risque-là. Voilà, je ne sais pas si je réponds à vos questions et si je suis dans mon timing. Parfaitement, merci. Merci beaucoup, monsieur. Je m'adresse du coup maintenant à Damien Pagnès. Vous êtes responsable du marché agricole à la banque CIC Est. Ma question est la suivante. Le financement bancaire intègre-t-il également les risques liés à la production et aux fluctuations des prix? Alors, tout d'abord, c'est avec grand plaisir que le CIC Est a répondu à votre invitation et je tenais à vous en remercier. Alors effectivement, pour répondre à l'intégration dans nos financements de ces risques, je commencerai par vous dire effectivement qu'aujourd'hui nous devons revoir notre approche et nos analyses financières dans le cadre des processus décisionnels de l'octroi de crédit. C'est vrai que par le passé, il était relativement facile d'analyser une entreprise agricole et nous avions l'habitude de travailler sur quelques ratios assez basiques, structure financière, capitaux propres, calcul de rentabilité, qu'on ramenait à ce moment-là sur des notions d'EBE à l'hectare. Et à partir de là, on se posait quelques questions. Est-ce qu'on est dans la norme? Combien reste-t-il de capacité de remboursement et de reste à vivre? Je caricature un peu, mais pas trop. Donc, quand nous avons affaire à un seul modèle d'agriculture productiviste et dans un environnement stable, ça peut être suffisant. Mais aujourd'hui, nous devons repenser nos approches, car il n'y a plus une agriculture, mais bien des agricultures, chacune répondant aux besoins d'un marché. Par ailleurs, de nouveaux ateliers voient également le jour avec la transformation à la ferme, le développement des circuits courts ou encore le développement des énergies renouvelables. Photovoltaïque en 2009, méthanisation aujourd'hui. Donc, nous devons désormais analyser une entreprise agricole dans l'ensemble de ses relations avec l'amont, l'aval de la filière, analyser son marché, ses partenaires, étudier la stratégie commerciale qui est mise en œuvre. Ensuite, effectivement, nous devons nous interroger sur sa résilience face aux aléas. Quelle est sa marge de sécurité? Quel est son niveau d'épargne de précaution? Et à quoi cela peut-il correspondre? Est-ce suffisant, par exemple, pour pallier à une baisse de 50 eurotonnes sur une variation de blé? Et bien entendu, j'ajouterai aussi la présence ou non d'une assurance récolte. Donc, je vais faire plaisir à mon voisin en disant ça, mais c'est vrai qu'à ce sujet, il est étonnant de constater qu'on intègre le risque humain dans nos dossiers de financement, c'est-à-dire qu'on a des assurances emprunteurs qui couvrent effectivement en cas de décès du chef d'entreprise le remboursement du capital. Donc on est déjà effectivement en position de proposer des assurances et de les conditionner à de l'octroi de crédit. Par contre, aujourd'hui, les risques liés aux aléas, qui sont pourtant assurables, nous ne les poussons pas suffisamment. Donc je pense que là, nous avons un vrai travail à faire pour encourager la mise en place de ce type d'assurance dans nos analyses financières et dans notre accompagnement sur les projets d'investissement de nos clients. Donc ça, c'est pour ce qui est de notre approche. Et puis ensuite, bien entendu, c'est aussi nos solutions de financement, nos produits, ce que nous allons pouvoir proposer aux clients qui va effectivement être intéressant pour s'adapter à cette nouvelle donne, cette nouvelle conjoncture. Et nous proposons au CICS depuis plusieurs années des prêts modulables pour les agriculteurs, dont la souplesse permet justement de faire face à des variations de revenus. Je relèverai simplement qu'il est étonnant que ces prêts aient été exclus du dispositif de plan de soutien initié en 2016 par le gouvernement, mais c'est ainsi. Et sur ce point, je souhaiterais profiter aussi de l'intervention aujourd'hui devant vous pour remercier tous les collaborateurs du CICS pour leur investissement au cours de ces derniers mois, parce que grâce à un accompagnement des dossiers qui a été fait au cas par cas, nous avons su proposer des solutions adaptées à chaque situation. Merci, monsieur. Alors, je vais maintenant m'adresser à Madame Marie-Cécile Lebas, directeur des affaires publiques chez Syngenta France. Madame, votre groupe ne cesse d'innover pour coller au plus près aux exigences des professionnels dans un contexte sociétal nouveau. Quelle est votre approche du risque chez Syngenta? Alors, tout d'abord, vous m'entendez? Il faut parler avec le micro très près des lèvres. Beaucoup plus près, tout à fait. Bonjour à tous. Alors,
Pour moi, c'est l'occasion de découvrir votre école. Alors, j'en suis ravie. C'est une très belle opportunité pour moi. Et je vous en remercie. Alors, en ce qui concerne Syngenta, on a une approche du risque qui est... alors, comme vous le savez, cette entreprise est dédiée à l'agriculture. Donc, on est impliqué dans le domaine des semences, dans le domaine de la protection des plantes, également, qu'elles soient conventionnelles, qu'elles soient biocontrôle, ou bien également biologiques, puisque, je veux dire, on vend des semences pour toutes les agricultures. Alors, la partie gestion des risques, très important, pardon. L'approche est simple, c'est-à-dire qu'en fait, il est très important de développer, je veux dire, une innovation régulière, sachant que l'écosystème est en évolution. Et dès lors que vous avez une évolution si forte, vous savez que les échanges commerciaux sont globalisés aujourd'hui et vous avez un certain nombre d'espèces qui évoluent chaque année et qui peuvent être des espèces qui sont parfois loin, qui voyagent de façon variée. Ça peut être dans les soutes des avions, ça peut être aussi par bateau. Et vous avez des espèces invasives qui arrivent et qui se développent. Donc, c'est important de s'adapter et de développer, si vous voulez, une pharmacopée évolutive. Alors, comment nous le menons ? Il y a une approche très forte, tout d'abord, que je voudrais rappeler. Nous sommes dans un domaine extrêmement réglementé et l'articulation se fait autour de ce que l'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Alors, c'est un mot simple, mais qui se traduit quand même par beaucoup d'engagement. Il faut 10 ans en moyenne pour pouvoir, je veux dire, développer une nouvelle substance active. Il faut environ 300 à 350 études au minimum. Et puis, ça a un coût, je ne vous le cache pas, environ 200 millions d'euros, c'est une moyenne. Mais il y a un point très important sur lequel je voudrais revenir en matière de risque. Je voudrais rappeler la notion, qu'est-ce que c'est que le risque ? Le risque, c'est la combinaison d'un danger avec une exposition. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire le danger, on peut imaginer que le danger peut être le soleil. Effectivement, restez trop longtemps au soleil, vous allez être brûlé. Ça peut être même très grave. Mais si vous menez une protection, ça peut être un parasol ou ce que vous voulez, il est bien évident que l'exposition est réduite et votre risque est tout à fait acceptable. On peut faire un parallèle, si vous voulez, avec le risque aussi produits phytosanitaires. C'est-à-dire que le danger, c'est la substance. Et l'exposition, c'est la manière dont on l'utilise. Et notre travail, il porte sur les deux. Alors la substance, il faut innover dans des substances nouvelles, qui sont bien évidemment toujours en réduction en termes d'impact. Ça, c'est très très important en termes de dose. Mais il faut aussi travailler sur les... Et pour travailler sur ces bonnes pratiques agricoles, il y a tout un accompagnement, avec des nouveaux métiers d'ailleurs qui se développent en matière de conseil et en matière, d'aide à la décision. On peut essayer de changer les micros pour qu'il y ait moins de coupures. On va faire un test. Merci Marie. C'est un petit peu mieux là ? Oui, je crois. Pour l'instant, il n'y a pas de coupure. Voilà, merci. Très bien. Donc, si vous voulez, dans cette notion d'évaluation des risques, c'est absolument clé. Et si vous n'avez pas cette approche, vous ne pouvez pas faire de progrès dans ce domaine-là. Alors, les produits phytosanitaires sont appelés aussi pesticides. Ça ne nous a pas échappé. Alors, je vous rappelle tout de suite quand même que normalement, le terme, c'est produits phytopharmaceutiques. À l'instar de la pharmacopée vétérinaire et humaine, c'est le terme que vous retrouvez dans toute la réglementation. Alors, je sais bien que le mot pesticide a une connotation très forte, mais si vous voulez, ça ne s'adresse pas uniquement aux ravageurs. Ce n'est pas uniquement contre les pestes. Ça s'adresse aussi à des produits, ça peut être pour lutter contre les mauvaises herbes, ça peut être bien sûr lutter contre des maladies, lutter contre les ravageurs, bien évidemment, mais pas uniquement. Vous avez aussi les régulateurs de croissance qui sont mis, si vous voulez, dans la catégorie de produits agropharmaceutiques. Merci beaucoup, madame. Nous passons pour un deuxième tour. Monsieur Patrick Vandamme, vous nous avez parlé tout à l'heure de réadaptation. Mais quelles sont maintenant les formations comptables, financières, fiscales, sociales et juridiques
dont les agriculteurs ont aujourd'hui le plus besoin? Bien, j'y ajouterais ce dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est, à mon avis, avant tout, une formation à la gestion économique de l'entreprise. Et ensuite, alors, on peut y mettre aussi la formation juridique avant, en fonction de la structure individuelle ou sociétaire dont on aurait besoin ou on aurait l'utilité. Mais en termes de formation dans la vie courante de l'entreprise, je pense qu'on n'insiste pas assez, ou le chef d'entreprise ne prend pas assez conscience de l'utilité de la gestion économique. Et c'est pas parce que le résultat est bon qu'il faut tout de suite aller voir les déductions que l'on va faire fiscalement ou socialement. Je pense qu'il faudrait encore travailler pour que le résultat soit encore meilleur. Donc c'est bien de la gestion dont on a besoin aujourd'hui sur les exploitations. Et nous, cabinet ou AGC, Association de gestion et de comptabilité, on est là pour offrir ces formations, pour partager avec l'adhérent ou le client son projet, mais j'insiste sur le besoin et la nécessité d'accompagner en termes de gestion. Alors, une fois que l'on a élaboré un projet économique avec une amélioration du revenu, notre adhérent risque de nous dire « mais ça va encore être pire pour moi au niveau fiscal ou social, parce que vous m'avez amélioré mon revenu, je vais encore donc avoir beaucoup plus de prélèvements. » Mais qu'à cela ne tienne, de toute façon, on n'est jamais prélevé à 100%. Et une fois qu'on est arrivé à ce revenu optimum, là, on peut aller vers de la formation fiscale, sociale, pour justement accompagner, cette fois-ci en optimisation fiscale et sociale, le résultat de l'entreprise. Et il y a un certain nombre de panels de produits qui sont à la disposition des entreprises en matière agricole. On a notamment la déduction pour aléa, qui est un système qui permet de mettre de côté en trésorerie une partie du revenu, qui pour le coup, là, est défiscalisé et diminué également de l'assiette sociale et réintégré au bout d'un certain nombre d'années lors d'un aléa climatique, économique, etc. Mais en termes de formation, je crois que les formations dans l'accompagnement, dans la gestion, et aujourd'hui aussi dans tout ce qui est collaboratif, l'automatisation de certaines tâches administratives, notamment comptables, vont faire qu'on va être de plus en plus dans de l'accompagnement humain. Alors que le comptable, il y a encore quelques temps, ou même encore maintenant, est plus dans une tâche qui reste administrative, mais on oublie l'accompagnement humain, d'accompagner le projet du chef d'entreprise. Et le chef d'entreprise attend cela de la part de son conseiller. Donc, je le disais tout à l'heure, on n'est plus comptable, on est plutôt expert, mais expert en gestion, expert en accompagnement. Et c'est de cela, à mon avis, qu'a besoin aujourd'hui le chef d'entreprise. C'est-à-dire de personnes, je vais être un petit peu, en parlant du passé, le comptable, il est vu comme quelqu'un d'assez rigide. Il faut passer de cette rigidité à quelqu'un de plus agile. Et ce quelqu'un de plus agile, c'est certainement celui qui va conseiller, qui va accompagner. Le comptable, c'est l'analyse du passé. Le conseiller, c'est l'analyse du présent et du futur, mais un futur proche ou moins proche. Donc il y a une formation à la fois du chef d'entreprise, mais également de nos collaborateurs en interne pour aller vers plus d'accompagnement, de relations humaines, de partager avec le chef d'entreprise un projet. Et le chef d'entreprise, je suis certain, n'attend que ça.
Voilà, j'ai tenu mes 5 minutes. Merci monsieur. Je vais m'adresser à nouveau à monsieur Jean. Alors je voudrais maintenant parler d'un sujet d'actualité avec l'Union européenne. Et je voulais savoir comment les évolutions de la PAC risquent de modifier l'assurance des agriculteurs. Vous avez 5 minutes. J'aimerais voir la réponse, en fait. Alors, c'est une vraie question compliquée. En tout cas, ce sur quoi je peux m'arrêter 2 secondes, c'est que ce sujet-là est réellement discuté aujourd'hui au niveau de l'Europe. Je vais pas rentrer dans quels sont les textes et ainsi de suite qui le permettent, mais il y a depuis maintenant au moins 2 réformes de la PAC. Un sujet qui s'appelle gestion des risques en agriculture, qui est régulièrement traité au niveau de Bruxelles. On y trouve des propositions de solutions, et je trouve, en tout cas moi je trouve assez intéressant ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est que l'Union européenne a proposé différents outils. Pour faire simple, vous pouvez, et c'est après à la subsidiarité des États, vous pouvez utiliser l'assurance, et à ce moment-là, dans un cadre donné, voilà comment vous pouvez accompagner par des moyens de la politique publique l'assurance. Vous pouvez aussi mettre en place ce qui s'appelle des fonds de mutualisation. Ces fonds de mutualisation ressortent d'un autre mécanisme, même s'ils font de la gestion des risques, et ils ont aussi une possibilité de financement. Et ils traitent, pour faire simple, aujourd'hui, le sanitaire et le revenu. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce qu'en première étape, le cadre a été proposé, je viens de vous le décrire, et on a dit à tous les États, vous avez le choix d'aller piocher dans telle solution ou telle solution. C'est un peu décevant parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un bilan qui a été fait récemment, il était présenté au congrès de la CNMCCA la semaine dernière. Aujourd'hui, en fait, ça n'a pas été bien valorisé, c'est assez limité, et ce qui a été principalement travaillé, c'est l'assurance dans quelques pays, la France, l'Italie, et puis l'Espagne, mais sur d'autres mécanismes. C'est intéressant parce qu'en France, on a été chercher 2 types de solutions. La solution assurantielle, j'en ai parlé tout à l'heure pour l'assurance des risques climatiques sur récolte. La solution des fonds, Patrick le sait très bien, il y a une histoire qui a été construite avec la FNSEA que je trouve très, très intéressante parce qu'à la fois vertueuse et qui permet d'avancer. C'est le fonds de mutualisation sanitaire et environnementale, qui est en fait un fonds mutuel créé par les agriculteurs, géré par les agriculteurs, permet de rentrer sur la gestion du risque sanitaire. Le sanitaire fait partie, à notre avis, à Groupama, d'un des gros sujets des risques de demain. Et je pense qu'on n'en a pas encore touché toute l'importance. Et l'intérêt d'aller vers cette solution, c'est qu'il n'y avait pas de réponse assureur. Les agriculteurs se sont emparés. Je pense, et je l'ai dit à la FNSEA, que ce qui a été mis en place, si c'est très intéressant, ne couvre pas la totalité du risque. Et je suis convaincu que l'avenir de ce fonds, c'est une articulation, une collaboration avec mon métier, le métier de l'assurance, pour justement compléter une dynamique qui a été mise en place par le fonds. Donc voilà. Donc, différentes solutions, fonds de mutualisation, assurance, un vrai débat au niveau du sujet de la PAC, d'arbitrage de comment on utilise l'argent qui est mobilisé au travers de la PAC. Alors, il y a un débat qui est arrivé récemment, c'est le Brexit, qui va en plus renforcer cette problématique budgétaire. Mais sans rentrer dans cette partie-là du débat, aujourd'hui, la question est de savoir comment on utilise les moyens de la PAC, sur quel pilier on va les chercher, puisque les systèmes qui participent à la gestion du risque, aujourd'hui, sont du 2e pilier, et alors que la majorité des moyens disponibles sont sur le 1er pilier. Je vais me tromper, puis je suis sûr qu'il y a des gens qui corrigeront si je me trompe, mais de mémoire, on doit être à 7 milliards, on est à peu près à 7 milliards sur le premier et 1,5 milliard sur le deuxième. Et un des sujets à débattre, ça va être effectivement quel transfert on fait entre les deux. Bon, voilà, j'avais en tête, en vous racontant cette histoire-là, qu'un des échanges que j'ai eu avec les personnes qui s'occupent du dossier agricole, des anciens candidats à la présidence, où on parlait justement de l'avenir de la gestion des risques, c'était justement quel choix ils ont fait sur le premier pilier, et que tous n'avaient pas encore fait le choix, et je pense qu'ils vont avoir à le faire. Voilà. Très bien, merci beaucoup, monsieur.
Damien Pagnès, une dernière question. Comment les nouvelles technologies influencent-elles la vie des agriculteurs et donc plus spécifiquement l'offre bancaire? Eh bien, je dirais comment elles vont influencer. C'est tout simplement dans notre domaine bancaire, ça va rajouter, je dirais, une relation enrichie avec le client. C'est-à-dire que nous ne voulons pas que l'Internet et la relation bancaire par Internet se substituent à une relation de proximité et une relation avec un conseiller. Ce que nous souhaitons, effectivement, c'est placer le conseiller de clientèle au centre de la relation et que les nouvelles technologies de communication qui vont se développer, les nouveaux outils Internet, puisque les clients pourront faire énormément de choses demain sur nos outils Internet, viennent enrichir cette relation. Et donc qu'on ait une relation qui puisse jongler d'un canal à l'autre, initier une démarche sur Internet, la reprendre avec son conseiller qui peut récupérer les éléments qui ont été communiqués par Internet, et ainsi de suite. On commence à simuler son financement sur Internet, et quand on voit son conseiller, on peut récupérer, le conseiller récupère un certain nombre d'éléments. Donc on est vraiment en fait sur une relation où les nouvelles technologies vont venir, je pense, non pas remplacer l'humain, mais au contraire nous permettre de repositionner vraiment la relation client au centre et venir enrichir effectivement ce dispositif. Alors, merci beaucoup, monsieur. Donc, je vais m'adresser maintenant à madame Marie-Cécile Lebas. Vous nous avez parlé tout à l'heure du biocontrôle. Il se trouve qu'actuellement, il y a une stratégie qui se met en place en France. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que propose votre groupe Syngenta? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, le biocontrôle n'est pas quelque chose de nouveau. C'est un petit peu à la mode aujourd'hui, mais il faut savoir que, en tout cas au sein de l'entreprise, c'est développé depuis plus d'une trentaine d'années. Alors, c'était développé sous un angle de macro-organismes, c'est-à-dire, vous savez, des auxiliaires, ça peut être des chrysopes, ça peut être, je vais dire, des coccinelles qui mangent les pucerons, enfin des choses simples et qui sont bien maîtrisées dans un environnement de serre, c'est-à-dire que, disons, dans un environnement confiné. Dès lors que vous abordez ces questions dans un environnement plutôt ouvert, c'est-à-dire s'adressant un peu plus aux grandes cultures, c'est un petit peu plus compliqué. Et l'entreprise a décidé de réorienter, on reste toujours très engagé dans le biocontrôle, mais sous un angle un peu différent actuellement. C'est plutôt de travailler les relations structure-activité, c'est de mimer la nature, par exemple, mais c'est aussi, vous savez, de travailler avec des startups, comme par exemple, c'est le cas d'un produit qu'on vient de lancer, qui s'appelle Blason. Alors le nom, bon, je ne sais pas si c'est très évocateur, mais en fait, si vous voulez, c'est un mélange de pectine de fruits avec de la chitine de crustacés. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il y a des choses très nouvelles, des choses qui évoluent beaucoup, et néanmoins, c'est utilisé contre le mildiou de la vigne. Donc on a quand même des choses déjà beaucoup plus concrètes. Alors les axes, si vous voulez, c'est beaucoup plus la stimulation de défense naturelle des plantes. Elles ne sont pas toujours mises dans la catégorie biocontrôle, parce que ça dépend comment c'est défini. Il faut que la partie reste vivante pour que ça puisse appartenir au biocontrôle. Mais c'est un sujet très très ouvert aujourd'hui, puisque la nature est infinie dans ses ressources, et c'est aussi beaucoup de connaissances à développer. Parce que ces produits, ils apportent un complément, quelquefois ils peuvent suffire, mais évidemment, si vous les comparez à des produits conventionnels, les attentes peuvent être déçues parfois. Ça, donc il faut travailler l'accompagnement, la mise en œuvre, et dès lors que l'on travaille sur des micro-organismes vivants, vous avez toute la chaîne du froid qu'il faut aussi maîtriser. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué, parce que quand vous arrosez vos plantes, il ne faut pas effectivement que ces micro-organismes aient les ailes complètement collées. Enfin, il y a différentes situations auxquelles il faut faire face. Donc c'est beaucoup de sciences, c'est sciences du vivant. Là, nous y sommes complètement. Ça demande des compétences particulières. Alors, je pense que c'est ouvert aux étudiants qui sont ici. Bon, il faut être curieux, il faut être observateur, il faut aimer faire de l'expérimentation. Parce que bien sûr, il faut aussi avoir le sens de l'observation pour pouvoir voir des choses qui sont quelquefois surprenantes, inattendues,
et qu'il faut savoir interpréter correctement. Donc il y a un champ qui s'ouvre, c'est très séduisant. Il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il ne faut pas non plus penser que, parce que c'est du biocontrôle, on doit oublier les risques. C'est exactement la même chose pour des produits qui peuvent être, vous savez, les fameux purins d'ortie ou autres. Enfin, il y a différents types de produits. Il ne faut pas oublier que ces produits ont également besoin d'évaluation du risque et peuvent être aussi soumis à autorisation de mise sur le marché. Et il s'agit de les utiliser correctement avec tout l'accompagnement nécessaire pour aboutir, bien sûr, à une satisfaction en termes de résultats. Madame, Messieurs, un grand merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir partagé vos connaissances. Je m'adresse maintenant au public. Donc, si vous avez des questions à poser aux intervenants, vous pouvez. Il y a des micros qui vont maintenant être mis à vos dispositions. Oui, bonjour, Cyril Andrez, étudiant en master expertise foncière à l'IDREA, en 5e année. Donc moi, ce serait plutôt une question sur l'assurance, donc je vais m'adresser à Monsieur Jean. En fait, on voit que les agriculteurs sont plutôt frileux en matière d'assurance. De tête, on est plutôt de 1 sur 4, il me semble, en France. Et que l'État se désengage de plus en plus et veut renforcer, confier ça aux assurances, justement, en subventionnant les contrats. Donc je ne sais pas si c'est à votre niveau, si c'est à vous de définir la politique d'assurance de demain. Mais en tant que responsable du marché d'agriculture chez Groupama, voilà, vous, quelle est votre force en fait quand vous arrivez chez un agriculteur pour lui proposer des contrats qui répondent à ses besoins et vraiment qui lui soient utiles et de sortir de ce qu'on a l'habitude d'entendre des agriculteurs qui est ça va bien quand on en donne, quand on souscrit les primes, mais pour en rendre, ça devient beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc vous, qu'est-ce que vous pouvez proposer, je ne sais pas, de la gestion administrative ou toutes ces choses-là? Je vous remercie. D'abord, vous avez tout compris à mon métier. Hein. J'ai l'habitude de dire, là aussi, au bureau, ils l'entendent régulièrement. Vous savez, le problème du métier que je fais, c'est que j'ai jamais vu les yeux d'un client qui brillait quand il nous signait le chèque pour payer sa prime d'assurance. Et si vous voulez faire ça, il ne faut pas vendre de l'assurance, il faut vendre des Ferrari. Hein. C'est plus facile. En général, l'acheteur, il est content au moment où il fait le chèque. Par contre, j'ai vu un certain nombre d'agriculteurs et j'ai bien aimé 2016. Enfin, j'ai pas bien aimé 2016 dans ce que ça a généré, mais j'ai aimé la performance de nos produits en 2016. J'ai vu des situations où il y a eu des pertes sur du blé en 2016 qui étaient de l'ordre de 70%. Et là, quand j'étais assuré, le vice-président des JA, qui s'appelle Samuel, c'est son prénom, à la finale de la Bourre de l'année dernière, il nous a offert un apéritif quand on est arrivé, et on l'aime bien, on travaille bien avec lui et tout, mais là on ne comprenait pas, il nous a dit non mais moi je viens de toucher mon chèque, je viens de toucher l'indemnité de l'assurance sur mes risques climatiques sur récolte, vous m'avez payé 30 fois, alors mais c'est pas un bon raisonnement, vous m'avez payé un montant qui est tel que je sais que l'année prochaine je redémarre. Et ça c'était fondamental. Et on était au mois de septembre, ça voulait dire que son compte d'exploitation était déjà crédité de ce qu'il avait perdu en termes de production. Donc ça, c'est pour vous répondre sur la performance. Vous avez raison, il y a 25% à peu près des surfaces qui sont assurées, en tout cas en grande culture et en viticulture. Et c'est pas satisfaisant, mais c'est déjà pas mal. Là encore, hein, malheureusement, je ne travaille pas sur un marché où c'est un marché que j'appelle d'excitation. Là aussi, vous m'excuserez l'image, mais j'adorerais que quand on lance un produit, on ait la problématique d'Apple et que nos agences, il y a la queue dans nos agences. Ça n'existe pas. L'assurance, c'est des marchés qui sont sur des rythmes lents, même en termes de développement. Et avoir déjà 25% des surfaces assurées, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'en 10 ans, enfin un petit peu plus, maintenant 12, on a démarré en 2005. En 10 ans, pour faire simple, on a une croissance moyenne annuelle qui est ordre de 4 à 5 points par an, ce qui est beaucoup. C'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant, je vais y revenir. Mais j'ai vu, je voudrais pas laisser passer le désengagement des pouvoirs publics, surtout que j'ai vu je ne le présenterai pas tout à fait comme ça. Les choix qui ont été faits sur l'assurance récolte, par exemple, qui effectivement, vous avez raison, c'est après une concertation entre les pouvoirs publics, les organisations agricoles et les professionnels de l'assurance, il y a
conclusion commune pour dire aujourd'hui le besoin d'individualisation de la couverture, le besoin d'augmenter la mobilisation de moyens financiers, fait qu'on fait le choix de financer ou d'accompagner par des financements de la politique publique des réponses qui sont portées par le privé. Donc il n'y a pas un désengagement de l'État, parce que, alors si demain je suis au ministère, je pourrais rentrer les choses un tout petit peu différemment, parce qu'on a des vrais débats sur les montants qui sont disponibles et ainsi de suite. Mais il y a déjà aujourd'hui, tous les ans, 100 et quelques millions d'euros qui sont mobilisés sur le budget de la politique agricole et qui accompagnent la réponse d'assurance. Et elle permet d'avoir une indemnisation qui est sur mesure et qui est plus dimensionnée. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut le regarder, et c'est comme ça que d'ailleurs qu'on discute avec les pouvoirs publics et les agriculteurs pour développer le système. Je vais essayer de répondre à la question que vous m'avez posée, parce que je sais pas, j'ai du mal à y répondre parce que par définition, à Groupama, on est bon. Alors, j'ai commencé à y répondre tout à l'heure parce que, je dis ça et c'est pas tout à fait vrai. C'est pas vrai, parce qu'il y a un réseau de 1000 commerciaux, un tout petit peu moins, 900 exactement, et que, comme dans toutes les populations aussi importantes que ça, on a certains de nos conseillers qui sont très bons. Donc quand est-ce qu'ils sont très bons? Ils sont très bons, en général, pas tout à fait par hasard. Ils viennent, dans ces cas-là, majoritairement, soit du monde agricole, soit ils ont une formation qui est liée à l'agriculture. Moi, j'embauche pas directement des commerciaux, mais pour vous illustrer mon propos autrement, quand j'embauche des collaborateurs chez moi, la première chose que je leur demande, c'est: est-ce que vous aimez mettre des bottes et rentrer dans une ferme? Si vous n'aimez pas ça, vous ne serez pas bon. Après, ils sont bons quand, justement, et je reviens à mon propos de tout à l'heure, au lieu d'aller vendre des garanties avec une franchise à 200 € sur un tracteur quand on vaut 30 000 ou 50 000, ils se posent la question de savoir quels sont les points de sensibilité du compte d'exploitation. Est-ce que c'est effectivement le poids de mes productions végétales, ce qui fait que je suis dépendant du climatique? Est-ce que c'est plutôt mon stockage de vin parce que je suis producteur de pinard et que par ailleurs j'ai une valeur ajoutée qui est liée à mon stockage? Donc ils sont bons quand ils vont chercher l'endroit où il y a une vulnérabilité, et après on a des solutions pour couvrir à peu près les principales vulnérabilités de l'exploitation. Donc pour finir mon propos, en fait, ils sont bons quand ils font un profil de risque de l'exploitation, qui regarde quel est le dimensionnement économique de ce risque. Et à partir de là, ils font tout simplement le couple, quel niveau de couverture je propose et quel prix en face je vous propose. Merci. Ça marche pas? Si, ça marche. Merci. Christophe Dubonnet-Main, je suis administrateur d'un think tank qui s'appelle Forum Athéna dans le domaine des télécoms. Alors d'abord, un clin d'œil à monsieur Stéphane Gine. Ce think tank a été fondé par des ex-télécoms et je ne pense pas du tout que les ingénieurs agro soient des polytechniciens ratés. Pas du tout. Bien. Alors, plus sérieusement, une question à monsieur Patrick Vandamme. Monsieur, vous nous dites que, bien sûr, utilité de la gestion économique, toutes les dimensions fiscales, certes, bien sûr, mais dans la transformation actuelle, dans le tsunami actuel de ce qu'on appelle le numérique, et qui est beaucoup plus que de la technologie, vous le savez aussi bien que moi, je voudrais savoir ce que prévoit votre centre de gestion. C'est-à-dire que, quid du capital immatériel, quid du passage de la gestion des risques à l'intelligence des risques, de l'innovation, etc. Il y a plein de domaines, d'ailleurs, qui sont traités au sein de Safagri, puisque j'ai entendu parler du big data au sein de l'agriculture. Je voulais avoir un petit peu votre avis là-dessus et le rôle de l'expert comptable. Oui, alors sur le développement du numérique, concrètement, nous, on met en place un système effectivement collaboratif avec l'adhérent. On change complètement de système où l'adhérent va être beaucoup plus un acteur, de la tenue de ses comptes, et nous, moins actifs justement sur cette partie-là, pour aller davantage sur de l'accompagnement, sur de la relation humaine. Donc finalement, la numérisation, l'intelligence artificielle, etc., va faire que notre accompagnement du client va être de plus en plus dans une relation de proximité
Alors qu'on aurait pu penser qu'avant, on l'était déjà. Mais on était tellement obnubilé par la sortie d'un compte d'exploitation, etc., c'est qu'on ne prenait plus ce temps de cet accompagnement. Et après, pour la question sur les propriétés... immatérielles. Oui, d'une exploitation... Toute entreprise, je veux dire, une entreprise, elle doit vivre aujourd'hui avec un système d'information. Et par définition, ce système d'information est fragile. Oui, alors... Enfin, on ne va pas faire un cours ici. Non, mais par rapport à... Moi, je me situe là par rapport au chef d'entreprise agricole, à l'agriculteur. Bon, il est peut-être un peu moins concerné que certaines structures sur ce capital immatériel, même si de plus en plus, on a de l'immatériel qui entre dans les bilans de nos exploitations agricoles. C'est pas... c'est aussi une petite révolution par rapport à la sociologie du monde agricole. Il fallait palper tout ce qui se mettait au bilan, etc. Il fallait pouvoir le voir. On a, c'est vrai, de plus en plus d'éléments qui ne se voient pas et qui sont inscrits au bilan. Il y a un intérêt à certains moments, et je reviens là sur la fiscalité, etc., c'est si cet élément, en plus de l'inscrire, on a la possibilité de comptablement et fiscalement de l'amortir. Alors là, on voit, c'est vrai, l'intérêt un peu plus présent de l'agriculteur ou du chef d'entreprise en général. Donc c'est vrai que l'immatériel fait son entrée dans les comptes d'exploitation. Je reviens sur je me permets, avec votre question, de revenir sur la question de l'assurance, sur ce que disait M. Jean. Et je pense qu'il faut aller maintenant beaucoup plus loin dans la gestion des risques et non plus aller sur une gestion du chiffre d'affaires, mais c'est plus sur la marge qu'il faut travailler. La marge d'une exploitation, d'une entreprise, plutôt que l'analyse que l'on en fait encore aujourd'hui sur le nombre d'hectares, le chiffre d'affaires, etc. On n'est pas encore allé assez loin, mais c'est peut-être l'étape suivante avec la réforme de la PAC qui va nous faire aller dans ce sens. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu. Merci. Donc bonjour, Gauthier Ledru, donc je suis étudiant en première année à l'IDREA. Et ma question était pour Monsieur Vandamme. Selon vous, on a parlé de tous les risques que rencontrent les exploitations. Je pense que depuis 2 ans, il y a beaucoup de risques que les exploitations subissent et il y a des préjudices directs économiques sur les exploitations. Et donc ma question, c'est selon vous, d'une manière quantitative, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un grand nombre de chutes du nombre d'exploitations? Est-ce que vous pensez que la grande majorité des exploitations va réussir à traverser cette crise, ou qu'au contraire, on va avoir un nombre assez important de dépôts de bilan des exploitations à cause de la crise qu'on est en train de traverser? Alors, des dépôts de bilan par rapport à ce que l'on peut en connaître du régime commercial, je ne pense pas. De dépôts de bilan. Ce qu'il peut y avoir, ce sont des cessions d'exploitation. J'ai rarement vu, j'ai suivi des exploitations en difficulté, j'ai rarement vu une liquidation totale d'une exploitation agricole. Il y a, selon les régions, j'ai certainement cette chance de vivre en Haute-Normandie, plutôt en Normandie maintenant, avec un potentiel. On ne va pas trop se plaindre chez nous. On ne doit pas trop se plaindre par rapport à d'autres régions. Il y a du potentiel et on a cette possibilité de transférer son exploitation, je veux dire, facilement. Il y a des candidats à la porte qui attendent et font des propositions. Donc je n'ai pas beaucoup, en tout cas chez moi, pas beaucoup de crainte sur cet aspect-là. Il y a des exploitations, des exploitants qui vont devoir arrêter. Mais ce n'est pas la crise, la seule crise que l'on traverse depuis 2 ans maintenant qui occasionne cela. C'est plutôt structurel chez certains exploitants. Il y a un bon nombre d'exploitants qui sont en difficulté,
qui passent de plus en plus de temps sur les uns en plaine, les autres dans leur étable, alors qu'ils devraient peut-être y consacrer un peu moins de temps et davantage se préoccuper, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, sur la gestion de leur exploitation. Ils ont l'impression que plus ils vont passer de temps, et mieux ça va aller. Alors, on l'a dit, Patrick Feher le disait tout à l'heure, la rotation des capitaux est lente en agriculture. Donc, on s'aperçoit, on a toujours l'impression que ça va aller mieux demain. Bon, il se trouve que quand on arrive dans une crise avec un bilan qui n'est pas sain financièrement, il y a de fortes chances pour qu'on ne puisse pas aller jusqu'au bout. Alors, il faut vraiment que la crise soit de très courte durée. Donc, cela, il y a une situation ou des questions à se poser. Mais il y a certains exploitants, dans ce type d'agriculteurs en difficulté, il y a des exploitants qui seraient beaucoup mieux à céder leur exploitation à un voisin et devenir salariés dans la structure qui reprend. Ils seraient beaucoup plus heureux. Moi, je vois, ils ne sont pas nombreux, et heureusement, je vois des situations, même des agriculteurs en difficulté, et ça, nécessairement, ça occasionne des problèmes, même au sein du couple, avec les enfants, etc. Donc, il y a parfois des drames qu'on pourrait parfois éviter. Alors, bon, pour ceux qui entrent dans la crise avec déjà un problème structurel, pour les autres, pour les problèmes conjoncturels, bon, il y a diverses façons de répondre à ces problèmes. Il ne faut pas que la crise non plus dure trop longtemps. Soit on diminue telle activité, soit on diversifie, si on peut, telle autre activité pour pouvoir améliorer les choses. On voit aujourd'hui chez nous, en Seine-Maritime notamment, des cessations d'activités laitières, d'exploitation qui économiquement sont viables. Là, ce n'est pas du tout un problème économique, ou en tout cas ce n'est pas que le problème économique, c'est aussi un problème social, humain, lié à une activité qui la traite est parfois assurée par les parents arrivant à un âge où ils ne peuvent plus procéder à cette activité, bon, arrête, et le jeune, qui est un peu moins jeune après, se pose la question de l'arrêt de l'activité laitière. Donc, ce n'est pas uniquement des problèmes économiques dans les exploitations qui ont un bilan que je qualifierais de sain. C'est parfois des problèmes sociologiques aussi. Merci. Voilà, ce sera la dernière question pour cette première table ronde. Ah, il y a encore une question. Allez-y. Merci. Bonjour, donc Bénédicte Rive, je suis étudiante en matière expertise foncière à l'IDREA. Et donc je voudrais poser une question à Monsieur Vandamme. Encore. Voilà. Pour parler d'agriculture de demain, il faut aussi penser aux jeunes agriculteurs. Et je voudrais savoir de votre côté, quand vous parlez de former les agriculteurs sur la gestion économique des entreprises, des exploitations, pardon, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être mis en place auprès des centres de gestion, notamment pour accompagner, parce que je vois, moi, par chez moi, je viens de la Loire, donc pour les jeunes agriculteurs qui s'installent, la Chambre leur propose une journée de formation. C'est rien du tout, quoi. Donc vous, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être mis en place pour... parce que ça commence par eux, quoi. Ils sont l'avenir. Oui. Très brièvement, Patrick, s'il vous plaît. Très brièvement, oui. Merci. Donc, sur l'accompagnement des jeunes agriculteurs, donc il y a d'abord, avant d'installer le jeune, il y a une activité par des anciens qui vont cesser leur activité. Donc l'accompagnement que nous on fait, il y a un pré-accompagnement administratif du jeune agriculteur, et ensuite il y a un accompagnement sur la durée. Alors selon qu'il est titulaire ou non des aides, l'accompagnement va être différent. Aujourd'hui, une des préoccupations liées au changement d'attribution des aides à l'installation, c'est est-ce que je vais, en tant que jeune agriculteur, respecter les conditions pour être toujours attributaire des aides? Est-ce que je ne vais pas être contraint de reverser les aides?
Et on s'aperçoit que selon les activités réalisées sur l'exploitation, le plan d'entreprise qui a été prévu au départ n'est pas nécessairement respecté. Alors, pas forcément à la baisse, mais souvent, en tout cas, on a quelques dossiers nous, en cours, à la hausse, c'est-à-dire qu'on dépasse les 40 000 euros de revenus disponibles. Et donc, il y a une déchéance des aides, l'obligation de reverser les aides. Et je pense que là, il y a également sur les avenants au plan d'entreprise, il y a un accompagnement nécessaire tout au long de cette période. Mais une fois qu'on a dit cela, je crois qu'il faut aussi profiter de la fin de la période pour aller de nouveau accompagner les gens presque jusqu'à la cessation d'activité. Mais insister effectivement pendant la phase d'installation et pendant les 5 ans sur un suivi que je qualifierais d'annuel, mais avec aussi l'obligation réciproque d'échange de données et d'informations. Il ne faut pas que le jeune reste trop isolé, c'est aussi à lui de prendre certaines initiatives et à nous de l'accompagner pour qu'il n'y ait pas ce souci d'échéance des aides notamment. Parce que derrière, ce sont les incidences de reversement des aides perçues, mais aussi les incidences sociales, les incidences fiscales. Après avoir déduit, on est obligé de réintégrer. Donc là, effectivement, il y a un besoin d'accompagnement. Merci. Alors, on va bientôt terminer cette table ronde. Merci, Patrick. Mais quand même, on va profiter de votre présence à tous les 4. Si vous êtes d'accord, Tiffaine et Guillaume, moi, je demanderais bien à Marie-Cécile Lebas, à Monsieur Pagnès, à vous 4, un conseil. Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes qui sont là dans le public, qui seront bientôt, comme on l'a dit tout à l'heure, les professionnels de demain, qui vont travailler dans vos domaines, dans vos secteurs, ou qui seront aussi les experts de demain, quel conseil leur donneriez-vous? Vous avez 30 secondes, chacun. Merci. Alors, pour 30 secondes, moi, je vais m'adresser particulièrement aux jeunes filles, aux jeunes femmes, puisque je pense qu'elles sont bien représentées dans cette salle. C'est vrai. Le conseil que je vous donnerais, c'est de oser. Vous avez les compétences qui sont au même niveau que vos collègues masculins. Et en fait, on vous attend. Donc voilà, osez. Présentez-vous, osez, posez vos questions. Et puis, on fera de notre mieux pour y répondre. Et pour travailler pas seulement dans la communication. Ah oui. Alors, si on dit oser, nous sommes dans l'agriculture. Et en fait, vous avez une chance extraordinaire parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un équilibre homme-femme. Et nous l'avons vu avec la première présentation. Il y a effectivement autant d'hommes que de femmes qui aujourd'hui sont sur le marché du travail et sont embauchés. Et c'est vrai qu'il y a quand même un vrai changement de génération. Moi, je peux témoigner parce qu'entre guillemets, de mon temps, c'était quand même pas tout à fait la même chose. Et en fait, si vous voulez, il n'y a pas de frein. Par contre, les freins sont souvent dans notre tête. Alors, mon conseil, osez. Merci Marie-Cécile, c'est aussi ça l'innovation. Et alors moi, si j'ai en 2-3 mots, soyez agile dans tout ce que vous faites. Alors, en tant qu'intervenant à l'IDREA, écoutez et participez activement aux formations qui vous sont données par des professionnels qui sont là pour vous. C'est pas pour nous, c'est pour vous qu'on le fait. Donc soyez à l'écoute, soyez agiles, puis voilà, et les choses devraient bien se passer. Alors si je devais vous donner un conseil, c'est peut-être de dire qu'effectivement la formation que vous êtes en train de suivre, c'est pas une fin en soi, c'est au contraire, c'est juste le début, et que la formation, ça sera toute votre vie. Donc effectivement, c'est dans le sens effectivement d'être agile. L'apprentissage que vous allez faire, voilà, là vous êtes dans un premier niveau, c'est le diplôme qui vous ouvrira les portes, mais la formation, ça sera tout au long du parcours professionnel et il faudra effectivement que vous soyez encore plus agile demain parce que les choses évoluent tellement vite aujourd'hui que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas demain et si vous adaptez pas, si vous n'êtes pas en veille, si vous n'êtes pas à l'écoute, et voilà, c'est des choses qui sont effectivement très importantes. Puis j'en donne un deuxième, c'est rejoignez-nous. Vous faites travailler des étudiants de l'IDREA, vous m'avez dit. Hein, donc on a aujourd'hui 6 alternants qui sont accueillis au sein du CIC Est.
Et le partenariat qu'on a avec l'IDREA se passe très bien et on souhaite le renforcer. Donc, avis aux amateurs qui souhaitent travailler dans le domaine bancaire. On a effectivement, on cherche des profils comme les vôtres, des personnes qui ont des clés de lecture sur le monde agricole, voilà, donc n'hésitez pas. Qui savent se mettre à jour au niveau des compétences, ça c'est important, Christian, à l'IDREA. Exactement. Nous avons donc ce partenariat avec le CICS, qui fonctionne bien, le monde bancaire en général, avec également, historiquement, avec bien évidemment les centres de gestion, les CER. Et on a essayé, donc j'espère qu'on va réussir aussi, donc à reconquérir donc le secteur agroalimentaire, puisque par le passé on était très présent. Donc quand je parle agroalimentaire, c'est y compris la grande distribution. Et c'est vrai que depuis un an que je suis à la direction de l'IDREA, on est allé beaucoup sur le terrain, on a rencontré pas mal d'anciens. Et les anciens nous ont dit, c'est vrai que la formation dispensée par l'IDREA, j'en parlerai d'ailleurs tout à l'heure un peu en conclusion, est appréciée parce que nous n'avons que des intervenants professionnels. C'est quand même un peu une originalité dans les écoles. 100% de nos enseignants sont des professionnels. Voilà, donc je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Merci. Et du coup, vous avez eu plus de temps pour préparer votre réponse sur le conseil ou les conseils avant de terminer. Je croyais que j'avais coupé, j'étais content. Non, je vais juste rétablir une vérité historique. Vous voyez mes cheveux blancs, ça fait donc très très longtemps que j'ai fait mes études. L'année où je suis rentré à l'école, on est passé à 51% de population féminine et depuis, ça a fait qu'augmenter. Donc, madame a raison, osez, mais vous avez le nombre pour vous. Je ne savais pas trop de quoi vous dire comme conseil. Je vais vous en donner un qui est... Je ne suis pas sûr que mon parcours soit intéressant en tant que tel, mais faites-vous plaisir, mais dans les jobs que vous ferez, mais soyez pro. Et ça marche. Enfin, quand je suis sorti de l'école avec une formation à produire du blé, j'ai fait pousser de la banane. Ça a été, je me suis amusé comme un fou. Après, j'ai bossé dans l'agrofourniture. J'y ai trouvé un grand plaisir. Ensuite, pendant 15 ans, j'ai voyagé un peu partout dans le monde à vendre des contrats à des gros acteurs financiers. Et puis, ça fait 15 ans que je suis à Groupama. Et à chaque fois, en tout cas, ce qui, moi, m'a animé, ce qui fait que j'ai trouvé une façon de capitaliser sur ma formation et ce qui, à mon avis, est la clé dans votre boulot demain, de prendre du plaisir à mon activité professionnelle, j'ai essayé de m'y amuser en essayant, par contre, de maîtriser ma matière. La combinaison des deux, pour moi, c'est un vrai cocktail pour y arriver. Merci à tous les quatre. Merci Guillaume et Léontine pour cette première table ronde qui se termine. On peut vous applaudir.